19h à Kinshasa, une heure de plus dans la partie est de la République. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce journal qui s'ouvre par l'entretien qu'a eu le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya Katemboué, avec les ambassadeurs membres de l'Union européenne, du Canada, de la Suisse, de la Norvège, du Royaume-Uni et des États-Unis sur des questions liées à la liberté de la presse. Regardez. Durant plus d'une heure, le ministre de la Communication et Médias a échangé avec les ambassadeurs membres de l'Union européenne, du Canada, de la Suisse, de la Norvège et des États-Unis d'Amérique autour de la liberté de la presse et de discours de la haine. Ces ambassadeurs ont renouvelé leur bonne volonté d'accompagner la RDC dans le processus de validation du projet de loi sur la liberté de la presse actuellement au niveau du Parlement. Nous avons conjointement constaté avec le ministre la nécessité de renforcer la liberté de la presse au niveau du cadre juridique, ainsi que de renforcer bien sûr toutes les questions de sécurité des journalistes. Dans sa parole, le ministre Patrick Mouyaya a insisté sur le partenariat qui existe entre la RDC et la communauté internationale. Le porte-parole du gouvernement RD congolais a également insisté sur la nécessité de bannir le discours de la haine. C'est faire le jeu de l'ennemi que de penser qu'aujourd'hui on peut commencer à les désigner ou à les stigmatiser, ou à penser qu'il faut aller exprimer de sentiments de colère vis-à-vis d'eux. Nous sommes dans un processus diplomatique qui a ses règles, et pour ce qui leur concerne, ils font leur part et nous faisons la nôtre. Associé à cette rencontre aux côtés de diplomates, Chivis Chivwadi de l'organisation Journalistes en danger a préféré évoquer les avancées déjà enregistrées en matière de la liberté de la presse depuis l'avènement de Patrick Mouyaya à la tête du ministère de la Communication et Médias. Ce gouvernement et ce ministère avec lesquels nous avons organisé les états généraux de la presse et que nous sommes engagés dans la dynamique de la dépénalisation de l'île de presse et la mise en place d'un mécanisme national de protection des journalistes. Donc autant d'avancées qui justifient aujourd'hui que notre pays, la RDC, a gagné beaucoup de points au classement mondial de la liberté de la presse. Il ressort la nécessité de renforcer la sécurité des journalistes, la dépénalisation de délits de presse et la mise en place de nouveaux textes de loi sur la presse. Faisons ces tours des provinces. Des marches de soutien en faveur de FARDC engagées sur la ligne de front ont été organisées dans plusieurs chefs-lieux des provinces, notamment le Kasaï central. C'est une façon d'encourager les vaillants soldats qui sont au front pour défendre la souveraineté nationale de la République démocratique du Congo que ces jeunes réunis au sein de la fondation Jojo Mandiki Mapata ont apporté un don constitué de vivres. On peut voir sur les images de l'eau et des sardines remises aux forces armées congolaises engagées dans la traque des agresseurs sous couvert du M23. Réceptionné par les commandants de la 34e région militaire, le général-major Pezo Bruno a remercié les bienfaiteurs pour ce geste d'amour à l'égard de forces loyalistes. C'est vraiment un geste très louable et c'est ce que nous attendons. Le soutien, ne fût-ce que tant que tu as soutenu, ça donne du courage. Au lieu de critiquer, non. C'est-à-dire ce qu'on attend de vous, c'est le soutien total et ça encourage votre armée. L'appel du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la mobilisation générale pour défendre la patrie en danger continue à susciter des réactions. La dernière en date est celle des femmes nandées. Nous dénonçons l'agression de notre pays par les M23, les AEDF et leurs alliés. Nous encourageons nos vaillants soldats qui sont au front et qui défendent valablement le pays, tout en reconnaissant les efforts du gouvernement sur le terrain. Deux écrits qui démontrent le ras-le-bol d'un peuple fatigué d'enterrer ses morts suite à une guerre qui lui est imposée injustement. Free Bunagana ou encore libérer Bunagana si camarades de l'organisation Alima envoient un message net et clair pour dénoncer l'occupation rwandaise dans cette partie de la RDC sous couvert M23. Nous sommes aujourd'hui prêts à nous dépasser, à transcender nos divergences, nos égos, pour se mettre ensemble, pour ne jamais céder, pour permettre qu'une partie ou un centimètre carré de notre territoire ne soit cédé aux envahisseurs qui nous imposent une vie difficile à cause de guerres perpétrées à l'est de notre pays. On aurait parié qu'il s'agissait d'un dimanche de Rameaux, celui de ce 13 novembre 2022, lorsque John Kabeya Shikai s'est rendu à la paroisse Saint-Jean-de-la-Croix à Katoka 2 pour prier aux côtés des chrétiens catholiques de cette paroisse qui l'ont vu vivre et grandir dans la foi. Une sainte messe pour rendre gloire à Dieu pour tous les bienfaits accordés à son peuple
qui s'est réjoui aujourd'hui de voir un de leurs fils élevé au plus haut sommet de la province. Ces jeunes acolytes, Kiro, légionnaire de Marie et même choriste, s'est dit heureux de retrouver cette chaleur qui lui a manqué. Pour des raisons d'études, John Kabeya s'est retrouvé à Kinshasa. Devenu gouverneur de province, Kabeya Shikai n'a eu que le temps d'attendre 4 mois avant de revenir vers ses origines, où il a joyeusement repris contact avec aînés, jeunes et petits du quartier, les papas, les mamans, les camarades de classe et même ses enseignants qui, dans une euphorie indescriptible, ont réservé un accueil délirant à leur progéniture, qui a profité pour écouter les uns et les autres avant d'évoquer la situation de la guerre nous imposée par le Rwanda via le groupe armé M23. Lorsque nous recevons les visiteurs ou étrangers, nous devons les identifier et informer. Restons éveillés. Voyez ce qui se passe à l'est de notre pays. L'ennemi est à notre porte. Ne nous laissons pas distraire par des débats. L'ennemi avance du jour le jour. Restons éveillés, chacun attentif chez les voisins. Processus du désarmement et réinsertion communautaire, le Barza intercommunautaire du Nord Kivu dit son engagement d'accompagner la province pour une paix durable. Sur la compréhension du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation se sont clôturés ce vendredi 11 novembre 2022 à Goma. Au cours des travaux en Carrefour, les participants, qui étaient principalement les membres du Barza intercommunautaire du Nord Kivu, ont identifié et validé en plénière les enjeux conflictuels prioritaires, lesquels enjeux feront objet de médiation. Ainsi, le Barza intercommunautaire du Nord Kivu s'engage à accompagner activement le PDDRCS pour l'unique finalité de la paix au Nord Kivu, comme l'a révélé Baouma Balingene Alex, président de cette structure des communautés au Nord Kivu. Généralement, quand nous voyons la réinsertion communautaire, est-il vrai qu'il doit y avoir la participation active des communautés de la province? Pour le coordonnateur provincial du PDDRCS au Nord Kivu, Clovis Mouniré, la contribution du Barza intercommunautaire va être capitalisée pour la stabilisation de l'Est de la RDC. Il faut rappeler que l'objectif était que le Barza intercommunautaire puisse s'approprier le processus de médiation, a indiqué Bienfait Mouigiroa, directeur du programme de l'ONG Interpis. Et nous avons commencé au niveau local en organisant évidemment des consultations avec les différentes couches de population. Et nous avons estimé qu'il était important que nous puissions terminer en province en réunissant maintenant bien entendu les membres du Barza intercommunautaire, parce que nous estimons que c'est une structure qui regroupe toutes les ethnies, tous les groupes ethniques en fait, qui comptent la province du Nord Kivu. La clôture a été faite par le représentant de l'autorité urbaine et ces assises de 2 jours étaient organisées par le PDRCS en collaboration avec l'ONG Interpis. L'actualité, c'est aussi l'audition de la ministre d'État, ministre de la Justice, Rose Mutombo, à la Commission de droits de l'homme de l'Assemblée nationale. Elle a été convoquée pour répondre aux plaintes sur les arrestations arbitraires et autres détentions. Oscar Mbalkaïj. C'est à cet exercice parlementaire auquel la ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Rose Mutombo, s'est livrée. La patronne de la justice a ainsi répondu à l'invitation de la Commission des droits de l'homme de l'Assemblée nationale pour être entendue sur les plaintes que les députés ont reçues de leurs électeurs sur les arrestations et détentions arbitraires, le non-respect des délais de prononcer des jugements et arrêts, ainsi que les conditions de détention. Dans ces éléments de réponse à la commission présidée par le député national Simon Lianano, la ministre d'État Rose Mutombo a souligné que ces questions relèvent pratiquement de toute la chaîne pénale, de la procédure préjuridictionnelle, en passant par l'instance juridictionnelle, pour terminer par l'exécution de la peine en cas de condamnation. Si les arrestations et les détentions illégales concernent l'étape du dossier devant les parquets, les thématiques relatives à l'irrespect des délais de prononcer, l'absence de motivation et la distribution inéquitable de la justice visent les comportements des juges, des cours et tribunaux. Et les conditions carcérales concernent aussi bien les justiciables qui sont encore sous l'empire du parquet que ceux déjà condamnés, a-t-elle ajouté. En dépit de son pouvoir d'injonction sur le parquet, en assistant le procureur général près la Cour de cassation, l'auditeur général des FARDC, il n'est pas question pour la ministre d'État d'interférer dans la conduite de l'action publique. Ce postulat ainsi posé traduit en fait comme en droit que le ministre de la Justice
n'a pas à exercer son contrôle direct sur le magistrat indépendant. Voilà pourquoi un cadre de concertation avec les nouveaux bureaux du Conseil supérieur de la magistrature a été mis sur pied pour traquer toute brebis galeuse qui ternissent l'image de la justice en RDC. Du Parlement, cette fois-ci du côté de la Commission Environnement et Développement durable, Sylvie Moembo nous informe de l'audition du directeur général du Fonds forestier national sur la gestion de cette entreprise. La Commission Environnement, Tourisme, Ressources naturelles et Développement durable de la Chambre basse du Parlement a auditionné le directeur général du Fonds forestier national, Honoré Moulumba, sur le changement climatique et le reboisement des forêts. Est-ce que la protection de la faune-flore ainsi que la lutte contre le réchauffement climatique sont-elles prises en compte dans son programme? Ce sont là les questions auxquelles le directeur général du Fonds forestier national a tâché de répondre aux députés nationaux membres de la Commission Environnement à la suite de cet exercice parlementaire. J'ai retenu qu'il pense que le pourcentage sur les investissements est un peu élevé par rapport à la rémunération et au fonctionnement. J'accepte toutes les critiques et toutes les recommandations faites parce que ce sont les représentants du peuple. Le député national Constantin Benguele et président de la commission environnement s'est dit satisfait des échanges avec le directeur général du Fonds forestier national. Vous savez que parmi nous, il y en a beaucoup qui sont déjà dans ce secteur de reboisement et qui peuvent donc, par l'expertise qu'ils ont sur le terrain, apporter un plus dans l'action du Fonds forestier. C'est comme tous les services publics, il fait aussi face à une difficulté de financement budgétaire. Le budget qui lui est accordé n'est finalement même pas totalement débloqué pour lui permettre d'atteindre l'objectif, par exemple, d'1 milliard d'arbres d'ici 2023. 48 heures a été accordé au directeur général du Fonds forestier national, Honoré Moulumba, pour répondre aux observations de la Commission Environnement, Tourisme, Ressources naturelles et Développement durable. Le Maïndombe, province essentiellement forestière, s'invite à la COP27 à travers le projet RED+, lors de la réunion de African Carbon Market Initiative. Le vendeur et acheteur de crédits carbone ont réfléchi sur le partage de bénéfices avec les communautés locales. Nene Mainzana pour plus de détails. Carbon Market Initiative, une association de producteurs, vendeurs et acheteurs du crédit carbone qui vise la production de carbone de haute intégrité. Ces différentes parties prenantes se sont retrouvées à Sharm el-Sheikh à la COP27 pour discuter des marchés carbone plus larges pour des dizaines de milliards de dollars américains, soit 140 millions de tonnes à vendre d'ici 2050. Une excellente opportunité pour la RDC qui peut produire 20 millions de tonnes de carbone, soit la moitié du marché africain. La compagnie ERA Congo, Wildlife Work Carbon, ayant dans son actif une forte expérience dans ce domaine avec une politique de proximité au profit des communautés, était invité au partage d'expériences. Nous travaillons déjà dans tous les pays en Afrique. Nous avons généré la plupart des crédits de carbone dans les projets de la Russie et dans les projets au Kenya. On a beaucoup d'expérience dans le sujet du Voluntary Carbon Market, VCM. Nos projets sont très hauts en qualité et en intégrité parce que nous travaillons tout près avec les communautés locales, mais aussi avec le gouvernement. 13 millions de tonnes de carbone, c'est la quantité de crédits vendus simultanément par cette compagnie verte depuis son implémentation en République démocratique du Congo. Une parfaite illustration du développement sobre en carbone dans le reste des droits des communautés locales et peuples autochtones. Une première à Paris, le Congolais vivant en France et leurs compatriotes venant de Kinshasa ont échangé sur la question de développement personnel ainsi que les richesses communes base de la croissance économique de la RDC, un forum économique initié par la plateforme des associations congolaises de France, PACOF, en collaboration avec l'ASBEL, Éveil des femmes congolaises. Mireille Ndekeami. Ces assises étaient une occasion pour le participant de nouer des contacts professionnels avec le milieu d'affaires afin de créer des synergies et de collaborations diverses dans la promotion de l'entrepreneuriat féminin en particulier et celle de petites et moyennes entreprises congolaises en général. Le président de la PACOF, Jean Boutier, compatriote congolais vivant en France, a brossé dans son allocution un tableau assez pessimiste de la RDC
alors que l'ambassadeur de la RDC en France, Isabelle Tchombé, elle, croit en un meilleur avenir grâce aux efforts consentis par le gouvernement congolais sous l'impulsion du chef de l'État. Au nom du président de la République et au mien propre, je salue l'initiative et je me réjouis également de cette idée de rassembler décideurs politiques, acteurs économiques, société civile autour de cette question essentielle qu'est le développement économique de la RDC. Mais je vous dirais que moi j'aime le verre à moitié plein. Parce que ce pays n'est pas une calamité. Ce pays a des ratés comme bien d'autres. Mais il n'y a pas une part de Congolais de France et une part de Congolais du Congo. Nous sommes Congolais. Le directeur du cabinet du ministre d'État en charge de l'entrepreneuriat, Justin Magala, présent à ce forum, a démontré de manière succincte la vision du gouvernement traduite à travers le programme national pour le développement de l'entrepreneuriat congolais, PRONADEC, axé sur la capacitation, l'accès au crédit et l'octroi de marché pour l'amélioration du climat des affaires, et ce dans le but d'atteindre l'émergence d'une classe moyenne en RDC. Au chapitre de l'enseignement supérieur et universitaire, sachez que les étudiants de l'Institut supérieur de commerce viennent d'être sensibilisés sur la question du renforcement de la participation de femmes dans la gestion de la chose publique, ce à l'issue d'un atelier organisé par la Fondation Denise Nyakero Tshisekedi de brevets d'encouragement ont été remis aux participants pour leur lutte dans la promotion de la jeune fille. Iverson Kaboba. Par cet atelier, la Fondation Denise Nyakero Tshisekedi, en collaboration avec l'Institut supérieur du commerce, voulait échanger avec les universitaires sur la question du renforcement de la participation des femmes dans la gestion de la chose publique en République démocratique du Congo. L'objectif est de susciter l'émulation des étudiants et les sensibiliser sur la notion de l'excellence et de l'éthique, caractéristique des élites du pays, a fait savoir le professeur Émile Ngoïka Songo, directeur général de cet alma mater, et qui a lancé un appel patriotique aux étudiants de soutenir moralement les FARDC au front face à l'agression du Rwanda à travers le M23. Pensons que nous devons former nos enfants aujourd'hui à l'idée un jour de faire la politique. Et en leur rappelant les valeurs pour cela, pour faire la politique, c'est-à-dire les valeurs de l'éthique. Il y a d'autres qualités qu'il faut avoir, savoir communiquer, développer un charisme, bien connaître l'histoire de son pays. Ces échanges se sont déroulés en présence de l'ambassadeur de Suède, de la représentante de l'ONU Femmes et la ministre des Mines, au grand bonheur des étudiants de cet institut supérieur. Et j'ai vraiment aimé parce que si je fais un petit arrière par rapport à l'histoire, je pense que la femme, elle était vraiment domestiquée à l'époque, tu vois. Et aujourd'hui, grâce à la première dame, nous avons compris beaucoup de choses, que la femme devait s'engager. Elle devait bien faire aussi la politique, c'est pas mauvais la politique. À l'issue de ces échanges, la représentante de la Fondation Denise Nyakero Tshisekedi a remis des brevets aux participants pour les inciter à promouvoir la jeune fille. Toujours dans le même chapitre, la proposition de la création du ministère des Investissements. Ces sujets étaient au cœur des échanges entre le président de l'ASBEL Fachi Action 2023 et les étudiants de la faculté de l'économie de l'université de Kinshasa. Comme sous d'autres cieux, les solutions aux problèmes de la nation se cherchent dans les universités. En République démocratique du Congo, la problématique de la création du ministère des Investissements était au centre d'une conférence débat à la faculté de l'économie initiée par les étudiants de cette faculté de l'université de Kinshasa. Selon l'orateur du jour, coordonnateur de l'ASBEL Action Fati 2023, Patrick Onoya, propose la création de ces ministères afin de permettre au pays de maximiser toutes les opportunités qui s'offrent dans ces domaines. Avec des graphiques et histogrammes à l'appui, cet enseignant des universités et cadre de l'IDPS recommande au pouvoir public de s'inspirer des modèles des pays anglophones, à l'occurrence le Nigeria et le Ghana, qui ont connu une croissance exponentielle grâce à ces ministères. Pour ces lobbyistes et stratèges, Patrick Onoya, le gouvernement doit baser son action sur les 4 leviers qu'il propose pour booster l'économie de la RDC. Admettre l'échec de ce système de développement de la RDC que nous avons appliqué les 20 dernières années,
qui mettent l'État au centre de l'action gouvernementale vers un changement, c'est-à-dire détruire cela et créer un nouveau système qui met le secteur privé au centre de l'action gouvernementale. Les participants à cette conférence débat ont rassuré Patrick Onoya de leur soutien à cette démarche. Cap sur les provinces, les enseignants et autres experts de l'enseignement primaire, secondaire et technique des provinces du Haut-Katanga et du Lualaba ont bénéficié d'un séminaire de renforcement de capacité sur l'approche de développement intégral de l'enfant dénommé projet DIE avec appui de l'ONG internationale d'Albert. Willy Atunakov pour plus de détails. L'enseignement à distance au niveau de l'enseignement primaire, secondaire et technique est devenu depuis quelques années une réalité vivante, et cela grâce au projet dénommé Développement intégral de l'enfant, DIE, lancé avec l'appui de Darberg, une structure philanthropique internationale qui accompagne l'ONG hollandaise Porticus en République démocratique du Congo. Objectif, accompagner le gouvernement de la République démocratique du Congo pour renforcer son système éducatif. Arnaud Ngoran, directeur de Darber Abidjan en Côte d'Ivoire, explique. Depuis 2018, nous accompagnons l'organisation non gouvernementale Porticus en RDC. Derrière donc ce concept, il y a l'ambition de former des citoyens qui puissent être capables d'être non pas seulement des mathématiciens, des littéraires, des techniciens, mais plutôt des citoyens complets. Quelques bénéficiaires de ce programme donnent les avantages de ce projet. Dans ce projet, il y a eu d'abord les enquêtes qui ont été menées par le groupe de Dalberg sur terrain. Ils voulaient d'abord évaluer notre système éducatif, voir les lacunes et également cerner les opportunités. Rappelons que les experts de l'enseignement primaire, secondaire et technique de deux provinces, le Haut-Katanga et le Lualaba, ont dernièrement participé à un séminaire de renforcement des capacités sur les thèmes partage de connaissances, diffusion des études, d'évaluation de l'écosystème éducatif, des techniques de l'information et de la communication. 2 Jeeps Toyota Land Cruiser et 20 motocycles ont été remis à la DGDA, direction du Grand Bandundu, au cours d'une cérémonie brillée par la présence de plusieurs autorités de la province du Kwilu. Richard Kalala pour plus de détails. D'une cérémonie qui a connu la présence de plusieurs autorités provinciales, agents et cadres, y compris la DGDA, direction provinciale du Grand Bandundu, sous la conduite du directeur provincial, maître Serge Katende Bangou, a présenté aux représentants du gouverneur de la province du Kwilu 2 Jeeps 4x4 Toyota Land Cruiser et 20 motocycles affectés à la DGDA Grand Bandundu par la haute hiérarchie de cette direction. Le gouverneur Willy Itsundola Sang, ici représenté par le ministre provincial en charge de l'Intérieur, le professeur Jean-Claude Bouanganga, note une satisfaction de cette régie financière qui promet une mobilisation et une maximisation de recettes dans le jour prochain. Je saisis cette occasion pour exprimer à toute la communauté de la DGDA le soutien indéfectible du gouvernement provincial. Je rappelle que cette direction a subi plusieurs changements, on dirait, de configuration et de conformation. Par rapport à la situation sécuritaire qui prévaut dans l'est de la RDC, le ministre provincial Jean-Claude Bouanganga a exhorté les cadres et agents de cette structure à demeurer dans la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est parti avec la campagne de vaccination contre la poliomyélite dans la province du Bas-Ouélé. La cérémonie du lancement des activités ont eu lieu hier lundi dans la ville de Bouta. Au cours de cette cérémonie, au nom du gouverneur de province, le professeur Jean-Robert Nzaza Bombiti, en mission, le vice-gouverneur et gouverneur ad intérim, Christophe Kondanga Lemonde, demande aux parents de libérer leurs enfants aux vaccinateurs qui passeront porte à porte pour vacciner, afin de protéger leur progéniture et ainsi éradiquer complètement ce virus dans les Bas-Ouélé. La découverte des cas de ce virus
notifié à la semaine 12 de l'année 2022 dans la zone de santé d'Aketi et plus précisément à Doulia nous interpelle à fournir plus d'efforts pour consolider les acquis des différentes journées de vaccination organisées depuis 2017 à 2021. De l'autre côté, les représentants des partenaires UNICEF-OMS rappellent que le virus de poliomyélite qui fait sa réapparition en RDC, pourtant déclaré en 2015 éradiqué dans le pays de Lumumba. Mais les derniers rapports relèvent que parmi les 3 nouveaux cas enregistrés en RDC, un cas se trouve dans la zone de santé d'Aketi à Doulia, à province de Bazouélé. Par occasion, il précise que la population cible sont les enfants de 0 à 59 mois. Vacciner, c'est protéger. Vacciner, c'est aimer nos enfants. Nous demandons aux parents de présenter tous les enfants de 0 à 59 mois aux équipes de vaccination qui passeront de porte en porte. Signalons que plus de 280 000 enfants sont attendus sur l'ensemble de l'étendue de la province de Bazouélé. Et pour donner le go, les vice-gouverneurs ainsi que les personnalités présentes administrent une dose de 2 gouttes de vaccin à chaque enfant des ménages ciblés par la circonstance. Profitant de son séjour de travail au Lualaba, le consul général de Belgique à Lubumbashi a visité différents sites symboliques de Kolwezi, Alliance Atanasa. Pour plus de détails. Séjour de travail dans la province du Lualaba. Sur place, elle a visité différents chantiers en construction dans la ville de Kolwezi. Idvan s'est fait accompagner du ministre provincial de Mines Jacques Kaumba. La visite a commencé par CDN au quartier Kassoulou dans la commune de Manika où elle a échangé avec le représentant des exploitants miniers artisanaux. Les 2 personnalités ont ensuite rejoint sur les chantiers de l'aérogare l'équipe de Deoda Kapenda, ministre de l'Intérieur faisant l'intérim du gouverneur Fifi Masuka et d'autres membres du gouvernement provincial. Et avant d'atteindre le nouveau siège de l'Assemblée provinciale de Lualaba en construction. Au finish, la diplomate belge a salué ces travaux abattus par le gouvernement provincial du Lualaba qui s'inscrit dans la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, volet reconstruction et développement. Je suis en effet fort impressionné par la grandeur et là je veux dire la grandeur en infrastructure, travaux d'infrastructure qu'on a fait et aussi le nombre de populations parce que ma dernière visite à Kolwezi c'était en mars 2019 et alors je vois en effet que la ville a largement élargi. On voit partout qu'il y a des chantiers, que les gens sont en train de travailler, des petits commerçants, des grandes sociétés minières. C'est fort impressionnant. C'est sur une note de satisfaction que la consul générale de Belgique à Lubumbashi a clôturé sa mission à Kolwezi. Vous avez là reconnu le timbre vocal de Eliange Atassa. Parlons santé. À présent, une structure africaine vient de voir le jour en vue de lutter efficacement contre l'autisme POLAF. Pôle Autisme Afrique, c'est son nom. Elle réunit plusieurs pays africains. Le lancement officiel du POLAF a eu lieu ici à Kinshasa et il est prévu la restitution de travaux ce jeudi. Jojondi Boukabolo. Trouble de développement qui réduit la capacité à communiquer et à interagir. Le trouble du spectre de l'autisme ont une incidence sur le système nerveux. On estime qu'une personne sur 160 dans le monde présente un trouble du spectre autistique. L'Afrique ne veut plus y aller d'une manière dispersée dans la lutte contre cette maladie. Voilà qui justifie la création de POLAF, entendez Pôle Autisme Afrique, dont le lancement officiel est intervenu ici à Kinshasa. Quand je dis que l'autisme n'est pas une maladie, il faudrait déjà qu'on sache qu'on ne peut pas guérir de l'autisme. Donc on peut amener des personnes autistes à avoir plus d'autonomie, à être inclus dans la société. C'est notre rôle. Maintenant, si je viens au niveau du POLAF, POLAF c'est quoi? POLAF c'est la fédération des associations et des structures, des responsables de structures d'accompagnement des personnes autistes en Afrique. Je suis très contente que nous puissions participer, être membres de POLAF, essayer de réunir tous les pays africains, surtout ceux qui en souffrent, et que les enfants sont encore dans les maisons, les enfants sont encore attachés, et que les parents ignorent que l'union fait la force. Alors c'est par rapport à ça, POLAF nous unit, comme on écrit toute l'Afrique unie pour l'autisme. Il est prévu la restitution des travaux placés sous le thème Afrique unie pour la cause de l'autisme ce jeudi 17 novembre 2022 à Roméo Golf à 16h30 dans la commune de la Gombe.
La Fondation Bertin Itoko a remis de fonds aux femmes de la commune de Barumbu pour de petits commerces et assurer leurs soins de santé gratuits pour différentes pathologies. Rodé Panda. Ça s'appelle apprendre à quelqu'un comment faire la pêche seul, en remettant une enveloppe à un bon nombre de femmes dans la commune de Barumbu pour se créer une unité de production avec les petits commerces, une façon de les entraîner dans les microfinances en vue d'une inclusion financière, mais surtout avec cette unité de production, la prise en charge sanitaire soit assurée suivant la vision du chef de l'État sur la couverture santé universelle. Le pourcentage de remboursement a été convenu d'un commun accord, 10% chaque mois. Satisfaction totale des bénéficiaires. La promesse a été donc tenue par le docteur Bertin Itoko avec l'appui de sa fondation qui porte son nom. Après une série d'interventions chirurgicales et autres soins de santé gratuits pour plusieurs autres pathologies gratuitement administrées à partir de son centre hospitalier Ras Bénin, suivi de la remise d'un fonds de commerce à des centaines de mamans pour leur autonomie, la Fondation Itoko s'est engagée à payer aussi des frais d'études pour les lauréats de 2022 qui doivent aller à l'université. Celui qu'on a surnommé la soif d'aider les autres, le docteur Bertin Itoko a résolu avec détermination de réaliser d'autres actions sociales en faveur des vulnérables. Voilà, ainsi s'achève cette édition du journal, mais l'actualité reste en continu sur nos antennes. 20h, retrouvez Françoise Bouela-Boaki pour la suite de l'actualité. Excellente suite de programme à toutes et à tous. Au revoir.